Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Hein, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, comme Régis a fait une petite introduction, à parler du P-Days, j'en parle également 30 secondes parce qu'il y a un an, moins un jour, j'étais à Marseille en fait pour cette soirée. Et je salue vraiment très fortement l'initiative de ces jeunes thésards d'avoir réussi à monter en place un spectacle dans le théâtre de la Criée où il y avait 900 places. Et si vous avez le temps et si vous en avez l'envie, eh bien, surtout n'hésitez pas à passer les voir puisqu'ils passent à Lyon le week-end prochain. Alors, donc maintenant, je vais essayer de vous présenter un petit peu le titre de mon exposé, donc les mathématiques au service de la supraconductivité. Donc, c'est des travaux que j'ai commencés durant ma thèse, donc ça commence à dater maintenant. Et je vais essayer de vous présenter un petit peu en quoi les mathématiques peuvent apporter ou quelques informations sur ce phénomène. Alors, qu'est-ce que la supraconductivité? Alors, si vraiment je veux le dire en quelques mots, il y a des mots qui apparaissent ici un petit peu en couleur et en gras. C'est les caractéristiques principales qu'il faut retenir. Tout d'abord, c'est un phénomène qui se passe uniquement à très basse température. Donc, il y a une température critique au-delà de laquelle il ne se passe plus rien. Donc, il y a des matériaux qui deviennent supraconducteurs en dessous de cette température critique. Et supraconducteur, ça veut dire qu'essentiellement, les propriétés électriques et magnétiques de ces matériaux changent. On va expliquer juste après ce que j'entends par là. Alors, je vous ai mis ici quelques photos des personnes qui ont marqué l'histoire de la supraconductivité. Et c'est une histoire qui est assez récente, puisque le phénomène a été découvert en 1911. Et depuis 1911, donc ça fait 106 ans, il y a eu à peu près 13 prix Nobel de personnes qui au moins ont travaillé sur ces phénomènes de supraconductivité. Donc c'est un sujet qui est très actif encore actuellement, aussi bien en physique qu'en mathématiques. Alors, la découverte de la supraconductivité, elle a eu lieu en 1911, et la personne qui a découvert ce phénomène, c'est Karl-Heinz Onnes, qui est un chercheur aux Pays-Bas. Et là, je vous ai cité une de son expression, par l'expérience, la connaissance. Donc c'est quelqu'un qui aimait beaucoup expérimenter. Et les phénomènes qu'il a notamment mis en évidence, il y a ces deux phénomènes qui ont été majeurs pour la supraconductivité. Le premier, c'est en 1908, ils ont réussi à atteindre la température la liquéfaction de l'hélium, donc qui est à 1 Kelvin, donc très proche du zéro absolu. Et donc c'est la toute première fois qu'on arrivait à atteindre de telles températures. Et donc il a été, pendant un moment, c'était le seul laboratoire au monde à réussir à atteindre une telle température. Et juste après avoir atteint cette température de liquéfaction de l'hélium, donc 3 ans plus tard, ils ont mesuré la résistance du mercure à de telles températures. Alors là, en fait, il y a une petite anecdote qui raconte qu'en fait, donc quand ils ont mesuré ce qui s'est passé, c'est en 1911, donc son assistant, Gilles Holst, aurait atteint une température qui n'était pas prévue. En fait, il a oublié sa manip et du coup la manip elle a atteint une température tellement basse qu'il a découvert des phénomènes, mais ce n'était pas prévu au départ. Bon, ça c'est un peu une légende, puisqu'on a retrouvé les cahiers d'expérience de Holst, et il est mentionné que, en fait, ils ont mesuré la température avec succès, et le mercure, la résistance, était presque à zéro. Donc là, c'est en fait un premier phénomène, c'est la résistance chute, la résistance électrique chute quand on arrive à température de liquéfaction de l'hélium. Alors, donc ici, je vais vous montrer un petit film, justement, pour expliquer le phénomène de la supraconductivité, le phénomène de cette résistance, si tout va bien, voici. Alors, j'ai pris cette petite vidéo. Donc ici, on a un câble. Ici, vous avez une petite porcelaine. Alors là, normalement, l'image va se mettre voilà. Ici, vous avez des petits cubes dans lesquels on va brancher ici 2 câbles où on va pouvoir alimenter le courant. Et ici, les fils jaunes, en fait, ce sont des fils qu'on va brancher à un oscilloscope pour mesurer la tension. D'accord? Donc vous voyez aussi l'oscilloscope, ici quand on alimente, eh bien en fait ici on mesure la tension et ici la pente, ça indique la résistance mesurée sur cette porcelaine. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va plonger ce matériau, on va le plonger dans l'hélium liquide, donc on va atteindre une température très basse. Donc ce que vous observez, c'est que la résistance baisse, ce qui est complètement normal parce que les électrons ont plus en plus de mal à circuler, donc la résistance diminue. Et en fait, ici, ce qui est complètement
ce qui est très étonnant, c'est en fait qu'elle atteint, on a une droite plate, et en fait, on atteint la résistance nulle. Et ça, c'est vraiment un phénomène exceptionnel. Par contre, quand on retire, donc la température augmente, et bien à nouveau, la résistance revient. D'accord? On obtient. Donc c'est vraiment ce phénomène qu'on observe ici. Ici, voilà, je reviens là. Donc ici, ce qu'on vient de découvrir, c'est que quand on diminue la température en dessous de la température critique, quand on atteint la température de liquéfaction de l'hélium, brutalement, la température, la résistance chute. Et par contre, si un métal n'est pas supraconducteur, eh bien en fait, simplement, la résistance diminue quand on abaisse la température, mais elle ne chute pas brusquement. C'est vraiment la différence. Alors, une autre propriété, donc quel est l'intérêt de ça? C'est qu'en fait, on a construit comme ça des courants perpétuels. Si, vous voyez, ici j'alimente, ici j'ai un matériau supraconducteur, je l'alimente avec du courant, et à un moment donné, voilà, j'ai retiré mon alimentation, et le courant continue de circuler. Donc, je crée un courant perpétuel, j'ai aucune dissipation d'énergie. La résistivité est nulle. Donc ça, c'est une des propriétés fondamentales qu'a découvert Holmes, c'est le fait de cette résistivité nulle lorsqu'on est à très basse température. Et en fait, sans s'en rendre compte, quand il a étudié la liquéfaction de l'hélium, il s'est aussi rendu compte, il a juste observé que quand on était à 2 Kelvin, l'hélium, en fait, les bouillonnements arrêtaient. Il n'y avait plus de bouillonnement, l'hélium ne bouillait plus. Et ça caractérise la superfluidité de l'hélium. En fait, à ce moment-là, il a juste fait une observation, mais il ne s'est pas rendu compte des propriétés très importantes qu'il venait de mettre en place, en évidence. Alors, donc en fait, pour essayer d'expliquer ce phénomène, il faut utiliser la mécanique quantique. Et en fait, ces propriétés-là sont dues à un réarrangement des électrons. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Une deuxième propriété en fait, très importante des électrons supraconducteurs a été découverte une vingtaine d'années plus tard par Meissner et Ochsenfeld en 1933. Et en fait, ils ont mesuré le champ magnétique à l'intérieur d'un électron supraconducteur. Et en fait, quand ce matériau est maintenu à température très basse, en dessous de la température critique, bien en fait, on a une expulsion du matériau, du champ magnétique appliqué. Alors là, je vais aussi vous montrer une petite vidéo. Hop, si tout va bien. Voilà. Hop. Alors, donc ça va arriver. Alors ici, vous voyez, j'ai une petite pastille, ici, une pastille, un métal, qui est quelconque, et je place dessus un aimant. Donc il n'y a aucune, vous voyez, l'aimant, il n'y a pas du tout d'attirance, il ne se passe rien là, à ce niveau-là. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais refroidir avec de l'azote liquide. Enfin, moi je ne fais pas, mais voilà. On observe. Alors, ici, avec de l'azote liquide, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, vous voyez, hop, la pastille ici est devenue supraconductrice et elle a expulsé le champ magnétique. Et donc, on a un phénomène de lévitation. Voilà, le champ magnétique est complètement expulsé. Voilà. Donc ça, c'est l'effet Meissner qu'on observe. Hop. Et je vais juste faire un truc pour être sûr de ne pas être embêté après. Hop. Voilà. Alors, comment ça se passe? Eh bien, en fait, quand ici, j'ai un matériau qui est à température, à température trop haute, il ne se passe rien. Le champ magnétique que j'applique pénètre le matériau, enfin, il ne se passe rien, enfin, le champ magnétique passe. Par contre, quand je suis à température de liquéfaction de l'hélium, en fait, il y a un courant qui se produit à la surface du matériau, et ce courant est fait de telle sorte d'essayer d'expulser le champ magnétique intérieur. Et donc, c'est ici ces lignes de courant et ce champ qui est créé juste à la surface du matériau qui essaye de contrebalancer en fait, le champ qui est appliqué. Et en fait, quand on fait la superposition de ce champ en fait, qui est dû au supercourant, eh bien, en fait, on obtient ici la superposition des champs qui est comme ça. Alors, vous voyez, en fait, le champ est expulsé en fait, sur le bord du domaine. Et en fait, on dit que le supraconducteur est en fait est diamagnétique. On a un diamagnétisme parfait. Voilà. Alors, quelques applications de ce phénomène. Alors, bien sûr, des applications récentes, c'est la construction de câbles supraconducteurs.
Alors, les câbles supraconducteurs, alors ici j'ai essayé de montrer une gaine, en fait, un câble comme ceci. Alors la difficulté, c'est qu'il faut les maintenir à température très très basse. Alors je vous ai dit tout à l'heure, température de liquéfaction de l'hélium, c'est 1 Kelvin. Alors forcément, c'est pas facile d'atteindre de telles températures, hein. Donc il faut réussir à maintenir à température très très basse, mais si on arrive à construire de tels câbles, ça permet d'avoir beaucoup moins de dissipation d'énergie. Alors il y a d'autres applications, comme ici, c'est des limiteurs de courant qui sont des sortes de superfusibles qui évitent en fait les courts-circuits, enfin, qui permettent de limiter les courts-circuits et de repartir beaucoup plus vite. Et ici, en fait, avec le principe de la petite vidéo que je vous ai montrée avec un courant perpétuel, en fait, on pourrait, de cette façon-là, grâce au supraconducteur, en fait, on pourrait construire des sortes des bobines, enfin quelque chose qui permettrait de stocker de l'énergie, en fait, de stocker du courant. On pourrait stocker comme ça le courant. Alors, une autre application, c'est l'IRM. Alors, l'IRM, en fait, essentiellement ici, dans cette IRM, vous avez des bobines supraconductrices, parce que l'idée, c'est qu'il faut appliquer un champ magnétique très fort. Et si vous mettez simplement des bobines ici avec un métal quelconque, comme vous appliquez un courant très fort, et bien en fait, si vous le faites avec du métal classique, ça va fondre. Donc en fait, c'est pour ça qu'on utilise des matériaux supraconducteurs qui permettent de ne pas avoir ces problèmes-là. Et donc, plus on applique un champ magnétique intense, meilleures seront les images IRM qu'on obtiendra derrière, en fait. Voilà, donc, et puis en plus, avec un matériau supraconducteur, on a un courant aussi perpétuel qui est intéressant dans l'IRM. Aussi, on a d'autres applications ici en imagerie médicale aussi qui consistent ici à observer la réponse électrique et magnétique au cerveau à certaines impulsions. Et une autre application, c'est ici le maglev, le train à lévitation magnétique. Alors c'est un train qui circule au Japon et qui a atteint il y a 2 ans la vitesse record de 581 km/h. Alors en fait, il y a des aimants qui sont posés sur les rails et le train emmène des bobines supraconductrices qu'il faut refroidir, bien sûr, les maintenir à température très basse. Et le train, en fait, lévite sur les rails. Alors forcément, c'est grâce notamment à cet effet de lévitation qu'on peut atteindre de telles vitesses, puisqu'il n'y a pas de frottement sur les rails. Et voilà. Et il n'y a pas de déraillement non plus. Mais voilà. Mais c'est un petit peu difficile de maintenir à température si basse. Voilà, mais c'est aussi très cher pour maintenir à température si basse, c'est pour ça qu'on a une application pour l'instant relativement limitée. Alors, je vais passer à une petite phase de modélisation, même si c'est assez... on ne peut pas en fait tout expliquer. Une première tentative, enfin un premier pas pour expliquer ce phénomène de supraconductivité, ça a été London qui a fait ça pour essayer de comprendre ce phénomène. Il dit qu'en fait, son principe, c'est de dire que c'est un supraconducteur, c'est un diamagnétisme parfait. Donc si on applique un champ magnétique, on va avoir une aimantation qui va être inverse au champ magnétique qu'on applique. Et à l'intérieur du matériau supraconducteur, si on est à température très basse, eh bien le champ magnétique doit être nul. Donc essentiellement, le champ à l'intérieur, c'est le champ appliqué plus l'aimantation, ici c'est la permittivité du vide, et cette somme ici doit être nulle. Alors en fait, l'idée qu'il a eue, c'est normalement en fait, les champs magnétiques, ils vérifient certaines propriétés qui sont notamment dues, qu'on peut écrire avec les équations de Helmholtz. Et lui, en fait, il a fait un postulat que, en fait, il a dit que ce n'était pas tout à fait les équations d'Helmholtz. Grâce à ce super courant qu'on avait au voisinage, sur le bord du domaine, super courant qui était créé pour essayer d'expulser les champs magnétiques, eh bien en fait, il a écrit de nouvelles équations, les équations de London. Et en fait, ces super courants en fait permettent de modéliser ce phénomène ici. En fait, il dit qu'en fait, on ne peut pas passer brutalement d'un champ magnétique qu'on applique à 0 à l'intérieur. On a les supercourants sur la surface. Et ici, en fait, on a ce qu'il a appelé la longueur de London, la longueur de pénétration du champ. Et on a une chute brutale du champ magnétique à l'intérieur du supraconducteur, qui est ici matérialisé en rouge. Donc, il propose une première modélisation pour expliquer ceci. Alors, la théorie sur laquelle j'ai pas mal travaillé, c'est la théorie Ginzburg-Landau. Et la théorie Ginzburg-Landau, c'est ce qu'on appelle une tentative de description macroscopique du phénomène. Et surtout, en fait, l'idée qu'ils ont eue, c'est d'essayer de décrire ce phénomène en disant que la supraconductivité, ils se servent d'ondes quantiques pour essayer de décrire ce phénomène. Alors,
qu'est-ce que ça signifie? En fait, il suppose qu'en fait, l'idée, c'est que l'état en fait, supraconducteur est plus ordonné. On va avoir une sorte d'organisation des électrons supraconducteurs qui va permettre d'expliquer ces phénomènes qu'on a. Normalement, les électrons, ils se baladent un petit peu comme ils veulent. Là, en fait, les électrons vont s'organiser par paires. C'est les paires de Cooper. Alors, en fait, ce qu'il y a quand je vous dis, c'est les paires de Cooper. Ginsburg et Landau n'avaient pas vraiment compris que c'était... Enfin, ils n'avaient pas encore compris que c'était les paires de Cooper. C'est bien après qu'on va comprendre que c'est comme ça que ça se passe. Mais Ginsburg et Landau ont une intuition très très forte pour essayer d'expliquer ce phénomène. Ils se sont dit, on va essayer de comprendre l'ordre qui régit ce phénomène. On va introduire un paramètre d'ordre. Ce paramètre d'ordre, eh bien, il doit permettre d'expliquer le phénomène. Alors, en fait, ils ont écrit des équations uniquement en se basant sur un raisonnement énergétique et thermodynamique. Et j'ai bien ici, en fait, quand je vous ai écrit ici, j'ai écrit Ginsburg et Landau devinent les équations qui doivent vérifier ce paramètre d'ordre. Et en fait, c'est vraiment ça. Ils ont deviné les équations, mais ils n'ont pas du tout justifié. C'est vraiment, ils se sont écrit des équations, ils se sont rendus compte que ça décrivait bien le phénomène. Alors, le paramètre d'ordre, c'est un paramètre dont le module va valoir 0 là où il n'y a pas d'électrons supraconducteurs. Et en fait, ça va décrire le module de ce paramètre d'ordre au carré. C'est proportionnel à la densité des électrons supraconducteurs. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de voir où ce module est proche et grand, où il est nul. Alors, et en fait, pour essayer d'écrire ces équations, ils se sont basés sur une transition du second ordre. Une transition du second ordre, ça veut dire entre l'endroit où il ne se passe rien, au-dessus de la température critique, on est dans un état qu'on appelle normal, il ne se passe rien, et juste en dessous, il se passe quelque chose. Et bien en fait, ils ont postulé qu'entre ces deux zones, on avait une transition du second ordre. Donc second ordre, ça veut dire que notre paramètre d'ordre, que je vais appeler psi par la suite, eh bien, on va écrire une équation qui fait intervenir psi et ses dérivés et des puissances de psi pour essayer de décrire ça. Et en fait, dans les potentiels thermodynamiques, cette hypothèse suppose qu'il n'y a pas de discontinuité. Alors, cette densité, donc ce psi, c'est un paramètre d'ordre. Donc, comme je vous l'ai dit, son module au carré, ça rend compte de la densité des électrons supraconducteurs. Et il faut que psi tende vers 0 quand T tend vers la température critique, puisque je vous ai dit précédemment que ça devait être continu, en fait, quand on passait entre la phase qu'on appelle supraconductrice et la phase normale. Une sorte de continuité. Alors, là, ici, je vais passer... c'est un peu compliqué ça, et je n'ai pas la physique moi-même pour vous l'expliquer. Hein. En fait, ce qu'il écrit, c'est que la différence, il va calculer l'énergie entre une phase qu'on espère supraconductrice et cette phase-ci. Alors T, c'est la température, psi, c'est le paramètre d'ordre, et psi égale 0, ça veut dire qu'il ne se passe rien. Il n'y a pas d'électrons supraconducteurs, il n'y a pas de phénomène particulier. Et en fait, la différence d'énergie, elle s'exprime en fonction de psi carré, psi 4, et ici, cette quantité-ci, ça vient de la théorie de la mécanique quantique, et en fait, le champ magnétique intervient dans cette expression, et on a aussi l'impulsion magnétique qui apparaît. Et en fait, ces paramètres ici que Ginsburg et Landau avaient, ces paramètres étoiles, M étoile, ils avaient juste dit, bon, bah, pour bien décrire mon phénomène, je vais avoir des paramètres comme ça, j'observe qu'avec ces paramètres, ça se passe bien, et c'est plus tard qu'on s'est rendu compte que ces paramètres ici, E étoile, en fait, c'était 2E qui est la charge d'un électron, M étoile, c'était 2M, donc 2 fois la masse d'un électron. Et pourquoi 2? C'est parce qu'en fait, il y a un appareillement par paire de Cooper. Donc 2 électrons, ils vont 2 par 2 pour avoir ce phénomène. Et ça, en fait, vous voyez, ce sur quoi j'insiste un peu, c'est qu'ils ont réussi à écrire des équations qui marchaient bien, mais sans avoir tout compris, en fait, sans avoir compris le phénomène complet. Alors en fait, on a un paramètre ici, je n'ai pas pu vous expliquer, mettre toutes les équations qui expliquent comment on arrive à ce paramètre kappa. Mais ce paramètre kappa ici qui apparaît, vous voyez ces constantes ici, elles apparaissent ici, etc. Elles apparaissent un peu partout. Ce paramètre kappa permet de distinguer 2 types de supraconducteurs. On a les supraconducteurs de type 1 et les supraconducteurs de type 2. Alors les supraconducteurs de type 1, qui sont ici, essentiellement, on passe directement d'une phase supraconductrice à une phase normale. Donc, quand on est en dessous d'une température critique et qu'on applique un champ qui n'est pas trop intense,
eh bien, on a un diamagnétisme parfait. Le champ magnétique est expulsé, la résistivité est nulle, et c'est immédiat. C'est blanc ou c'est noir. Enfin, il n'y a pas de... Voilà. Alors que dans les supraconducteurs de type 2, vous voyez, par exemple, je me place en dessous d'une température critique. Je me place ici, j'applique un champ très faible. Dans cette zone ici, eh bien, on a à la fois une résistivité qui est nulle, donc un courant perpétuel, et le champ magnétique est complètement expulsé. Donc on a bien un champ magnétique nul à l'intérieur du matériau. Au fur et à mesure qu'on augmente l'intensité du champ, on passe par un premier champ critique, et ici, dans cette zone, on commence à avoir le champ magnétique qui pénètre le matériau par des petits tubes qui sont de plus en plus denses, des tubes qu'on appelle des vortex. Et en fait, ces tubes deviennent de plus en plus denses jusqu'à atteindre un deuxième champ critique. Et là, au-delà de ce deuxième champ critique, il ne se passe plus rien. La supraconductivité est détruite. Et en fait, ce qui va nous intéresser, nous, c'est de comprendre ça, cette ligne ici, de comprendre ce deuxième champ critique et essayer de décrire. Alors, je vous ai refait, vous voyez ici, quand on met les 106 ans de la supraconductivité, j'en suis ici, hein, j'en suis juste là, je vous ai parlé de ces premiers-là. Alors, après, Abrikosov, en fait, ce qu'il a démontré, je vous ai dit que les petits tubes, on avait, dans une zone intermédiaire, on avait des petits tubes, des vortex qui étaient de plus en plus denses. En fait, Abrikosov, ce qu'il a montré, c'est qu'en fait, ces vortex s'organisaient en réseaux triangulaires. Voilà, donc c'est un peu ce qu'il a montré. Après, ici, en fait, il y a un grand moment ici avec Barden, Cooper et Schiffer qui ont montré, en fait, qui ont mis en place une nouvelle théorie, une théorie microscopique. Autant l'approche de Ginzburg et Landau, c'est une approche macroscopique. Ici, c'est une approche microscopique, donc vraiment une description très fine au niveau des électrons, mais un peu plus compliquée. Et en fait, Gorkov a montré que les deux théories coïncidaient au voisinage de la température critique. Donc, d'où l'intérêt, en fait, du coup, il a justifié complètement la théorie de Ginzburg-Landau. Et ensuite, on continue. Alors, en fait, Degennes a beaucoup travaillé sur ce qui se passe au niveau de la surface, et notamment, il a monté complètement un laboratoire à Orsay qui était complètement dédié à la supraconductivité. Alors après, ici, il y a une petite phase, vous voyez, là, on est dans les années 60, et là, il y a une phase où il se passe moins de choses, c'est parce qu'en fait, à ce moment-là, tous les supraconducteurs qu'on trouvait avaient des températures critiques extrêmement basses. Donc pour les applications, c'était un peu difficile de les exploiter. Et en fait, Berners et Müller ont découvert les cuprates qui ont une température critique beaucoup plus élevée, puisqu'elle est moins 278 Kelvin. Bon, elle est plus élevée, mais c'est quand même pas très, très élevé. Et voilà. Donc en fait, là, c'est un petit peu le résumé de tout ce qui s'est passé. Alors notez aussi qu'en fait, là, les cuprates, ils ont un comportement très différent, et la théorie de BCF ne convient pas en fait pour essayer de décrire ce qui se passe dans les cuprates. Il faut mettre en place une nouvelle théorie. Enfin, on ne comprend encore pas tout ce qui se passe, et cette théorie, elle échoue pour essayer de décrire ce qui se passe avec les cuprates. Alors, donc je vais revenir maintenant je vais faire des maths maintenant. Voilà. Donc, la théorie de Ginzburg-Landau, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se passait. Donc là, en fait, vous voyez cette expression ici, cette énergie, elle a un petit peu la même tête que précédemment, si ce n'est que j'ai utilisé le paramètre kappa, donc que j'avais défini rapidement, je l'ai utilisé pour le mettre un peu plus en avant. Et l'énergie de mon matériau, elle s'écrit comme ceci. Donc ici, j'ai un écart entre le champ magnétique que j'applique et le champ magnétique qui est induit à l'intérieur du matériau. Et ici, j'ai l'énergie magnétique. Et en fait, en physique, qu'est-ce qu'on cherche? En physique, on cherche toujours des états stables, des minimiseurs on cherche toujours à minimiser une énergie. Donc là aussi, ce qu'on va faire, c'est minimiser cette énergie. On cherche les états qui permettent de minimiser cette énergie. Alors, c'est un peu compliqué, hein. Vous voyez que ici, quels sont les paramètres de cette énergie, de cette fonctionnelle? Les paramètres, c'est le potentiel induit et ma fonction d'ordre, mon paramètre d'ordre que je vous ai décrit précédemment. Donc, ce paramètre d'ordre, c'est une solution, on cherche à minimiser, c'est la solution d'une minimisation, et c'est ça qu'on cherche à déterminer. Alors, minimiser une fonctionnelle, c'est pas ce qu'il y a de plus trivial, mais si... ah oui, donc je vais juste... Ça va être le transparent d'après, ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette fonctionnelle? Alors, la première chose qu'on peut faire... Alors,
Quand on a une fonctionnelle, on cherche à minimiser quelque chose. C'est la même chose où, quand vous avez un problème, vous avez une fonction, on vous demande de déterminer le minimum d'une fonction. En général, vous commencez par montrer qu'il existe. Bon, ben là, c'est la même chose. La première chose qu'on commence par montrer, c'est que quels que soient les paramètres qu'on prend, kappa et B, donc kappa, c'est la caractéristique du matériau, et B, c'est son intensité, eh bien, on montre que cette fonctionnelle a effectivement un minimiseur. Et ensuite, ce que Georgie et Phillips ont pu montrer, c'est que si on fixe kappa, donc on fixe la caractéristique du matériau, et le champ magnétique qu'on applique est très intense. Donc B grand, ça veut dire B assez grand, ça veut dire que le champ magnétique qu'on applique est grand. Bien, il montre que le seul minimiseur de cette fonctionnelle, eh bien en fait, c'est la paire psi égale 0, a tilde égale 1. Alors qu'est-ce que ça signifie? Psi égale 0, ça veut dire que mon paramètre d'ordre est nul. Ça veut donc dire que la densité des électrons supraconducteurs est nulle partout. Donc je n'ai pas d'électrons supraconducteurs. Donc le matériau se comporte comme un matériau normal, il ne se passe rien. Et A tilde égale A, ben ça signifie que le champ que j'applique pénètre complètement dans le matériau. D'accord? Il n'y a pas du tout d'expulsion du champ magnétique. Donc là, ça signifie, dans le diagramme que j'avais précédemment, ça signifie que je suis là. Voilà. Je suis dans l'état normal. Alors maintenant, en fait, si on regarde, donc là, ici, la température, cette théorie de Ginzburg-Landau, elle est valable juste en dessous de la température critique. Donc la température, elle est fixe, et c'est vraiment l'influence du champ que je regarde. Donc ici, si je regarde mon champ magnétique, ici, j'applique un champ magnétique de plus en plus grand, et ce qu'on peut montrer sur cette fonctionnelle de Ginzburg-Landau, en fait, on peut démontrer ce qui a été observé physiquement. À savoir que si on applique un champ très faible, eh bien, le paramètre d'ordre est de module à peu près égal à 1 partout. Ça veut dire que j'ai des électrons supraconducteurs partout, ça veut dire que je n'ai pas de résistance électrique, et ça veut dire que j'expulse complètement le champ que j'applique. À partir d'un premier champ, ici, le paramètre d'ordre s'annule. Le paramètre d'ordre s'annule, ça veut dire que je vais avoir des petits points de zéro sur mon paramètre d'ordre, et ça veut dire qu'en fait, ici, à ces endroits-là, je vais laisser pénétrer le champ. Et ça, en fait, c'est à cet endroit-là que je vais créer mes vortex dont je vous ai parlé précédemment. Donc le champ magnétique va commencer par pénétrer le matériau par des petits tubes au zéro de psi, qui sont de plus en plus denses. Ici, dans cette zone-là, c'est ce qu'on appelle, je vais avoir une nucléation de surface. C'est-à-dire que je n'ai pas d'électrons supraconducteurs à l'intérieur du matériau, mais j'en aurai uniquement sur le bord. Et au-delà de ce champ critique, BC3, eh bien, je suis dans l'état normal. Il ne se passe rien. Mon minimiseur, c'est le minimiseur trivial. D'accord? Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, enfin moi, parce qu'il y a plein de personnes qui travaillent sur les différents champs critiques, moi, ce à quoi je me suis intéressée, c'est ce troisième champ critique, donc la transition entre l'état supraconducteur et l'état normal. Alors, on a en fait, pour définir, là je vous ai décrit ça un petit peu avec les mains, hein, sans être très précise. Maintenant, si on veut juste décrire ce champ ici, je vous dis, c'est la transition entre l'état supraconducteur et l'état normal. Mais ce n'est pas si simple que ça, la définition. Parce que regardez, je vous ai mis deux définitions possibles. Je vous dis, ça peut être le plus petit B, donc la plus petite intensité du champ, pour lequel, ici, cet état, l'état normal, donc, est un minimiseur pour ma fonctionnelle. Bon, j'ai une valeur de B, j'ai ça. Et ici, c'est le plus petit B, pour lequel, quel que soit le B plus grand que je prenne, je n'ai pas d'autre minimiseur que ça. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce qu'il y en a un que vous voyez plus petit ou plus grand que l'autre? Alors ici j'ai l'état normal qui est un minimiseur, mais rien n'empêche que pour un B plus grand, j'ai un autre minimiseur que l'état normal. Alors qu'ici, à partir de ce champ-là, quelle que soit l'intensité du champ plus grande, eh bien je ne peux pas avoir d'autre minimiseur que ce minimiseur trivial. D'accord? Donc en fait, ce champ-là, cette définition-là, ce minimum-là, cet infimum-là, est plus petit que celui-ci. D'accord? Donc là, en fait, ne serait-ce que de la façon dont on définit ce champ critique, eh bien, on ne définit pas forcément la même chose. Donc une des questions, c'est déjà de dire, est-ce que c'est la même chose ou pas? Ce qui voudrait dire qu'à partir du moment où j'ai un minimiseur trivial, eh bien, pour tous les champs plus grands, j'ai toujours le minimiseur trivial, mais ce n'est pas évident. Voilà, donc en fait, on va essayer de comprendre ces champs critiques et on va aussi essayer d'estimer la localisation de la supraconductivité. Alors ça veut dire essayer de comprendre
le comportement de mon paramètre d'ordre psi. Alors, donc, j'ai une fonctionnelle et je cherchais ses minimiseurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En exemple, en dimension 1, j'ai une fonction, j'ai un x qui est un point de minimum de ma fonction f. Si f a de bonnes propriétés, eh bien, une condition nécessaire, c'est que f' de x égale 0. D'accord? Bon, alors en pratique, qu'est-ce qu'on fait si on vous demande de déterminer les minimiseurs? Eh bien, en fait, on commence par résoudre f de x égale 0 et on obtient tous les candidats possibles. Et après, on fait le tri là-dedans pour essayer de voir quels peuvent être les minimums. Bon, eh ben là, c'est pareil. Presque. Parce qu'en fait, ici, x, c'est une variable réelle, ou de Rn si vous voulez. Ici, dans notre cas, le x, c'est une fonction et un potentiel magnétique. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Et ma fonction f, qui est ici, bien en fait, c'est une fonctionnelle qui prend comme argument des fonctions. D'accord? Bon, c'est un peu plus compliqué, mais c'est le même principe. Donc, pour chercher les minimiseurs de ma fonctionnelle, eh bien, j'écris les équations qu'on appelle les équations de l'aire Lagrange. Donc, l'équivalent du f' égale 0 de tout à l'heure, c'est ça. Bon, c'est un peu plus compliqué, je vous avais dit. Hein. Bon, bah ça, bien sûr, une fois qu'on a écrit tout ça, eh bien, on ne sait rien faire. Enfin, moi, je ne sais pas faire. Bon, alors, je ne sais pas faire, mais par contre, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est essayer de comprendre ce qui se passe au voisinage, la transition entre l'état normal et l'état supraconducteur. Donc, ce qui m'intéresse, c'est essayer de comprendre ce qui se passe au voisinage du point psi égale 0 à tilde égale a. C'est au voisinage de ce point-là que je vais comprendre ce qui se passe. Eh bien, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais linéariser mes fonctions ici, enfin, je vais linéariser mes équations au voisinage de ce point-là. Alors, on y va, on regarde la première équation. Je vais la linéariser, donc je garde simplement les termes principaux. Donc ici, si psi est proche de 0, ici, psi moins psi fois psi carré, je garde simplement le terme dominant, donc je garde simplement psi. A tilde, il est proche de A. Donc je linéarise, je remplace A tilde par A. Dans la deuxième relation, en fait, ici c'est seulement au premier ordre, j'obtiens 0 égale 0, donc on va pas la détailler celle-ci. Et la troisième relation, c'est pareil, je remplace A tilde par A, donc j'obtiens ça. Donc ici, ce système que j'ai là, au premier ordre, je peux le remplacer, avec tous les guillemets que vous voulez, hein, je peux le remplacer par ce système ici. Donc j'ai mon paramètre d'ordre, psi, doit vérifier quelque chose ici, un opérateur, donc ici c'est le gradient, donc c'est un vecteur, donc je dérive par rapport aux deux coordonnées, etc. Enfin, voilà. Mais en fait, c'est sur cette équation que je vais travailler maintenant. Alors, si on regarde, donc vous voyez, c'est quand même plus sympathique ceci que cela. Bon, après, il faut justifier un petit peu, hein. Il faut juste dire qu'on ne fait pas trop de bêtises en approchant comme ça. Alors, donc, vous voyez ici, je recopié ce que j'avais précédemment, je dois essayer de chercher un psi qui est solution de ce système-là. Alors, en fait, ici, ce qu'on va faire, vous voyez, j'ai des paramètres GB et GKA. Ce qu'on fait, c'est un changement de variable sur les paramètres. Je vais poser H qui va être 1 sur kappa B. Donc, comme ça nous intéresse, en fait, on s'intéresse à des champs grands. Essentiellement, ça veut dire que H est petit. Et si je divise tout ceci, en fait, par kappa B, ici, enfin, par kappa B carré, bien ici, j'obtiens cette relation-ci. Et si ça, je divise par kappa B carré, eh bien, j'ai le lambda qui est là. Donc là, j'ai simplement fait un changement de variable entre les deux, et j'obtiens ça. Et alors, tu sais ici, en fait, que je vous ai écrit exactement ce que c'était cet opérateur. Ici, ça, c'est un vecteur. Donc je dérive par rapport à la première variable et j'ajoute la première composante du potentiel. Et je fais pareil à la deuxième. Et mon opérateur, ici, quand je le fais une deuxième fois, j'obtiens ceci, et ici j'ai quelque chose qui est complexe. Mon paramètre d'ordre, il est complexe, et je vis complètement dans le monde des complexes. Et cette condition ici, c'est une condition qu'on appelle de Neumann magnétique. C'est une condition essentiellement de glissement ou de non-glissement au bord, qui permet de... Voilà, c'est une condition que je dois imposer au bord pour essayer de fermer mon système. Alors maintenant, juste, je vais vous montrer comment on peut comprendre d'où vient cette relation. Pas tout de suite, juste après, pardon. Donc, en fait, ça ici, vous voyez ma fonction lambda, mon paramètre lambda, et ma fonction psi, essentiellement si j'écris ça m, une grande m, ça ici c'est simplement m psi égale lambda psi. Et lambda c'est un réel. Alors est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ça? Si je vous dis m psi égale lambda psi,
j'ai cru l'entendre, ou alors j'ai espéré l'entendre, valeur propre. Voilà, valeur propre, vecteur propre. Donc essentiellement, c'est la même chose. Donc on va essayer de déterminer le spectre, et ici, ce n'est pas une matrice, mais c'est un opérateur. Il faut déterminer le spectre de cet opérateur. Alors, voilà. Donc si on a une matrice qui est symétrique, on peut déterminer le bas du spectre à l'aide de ce qu'on appelle le quotient de Rayleigh. Le quotient de Rayleigh que je définis comme ceci, avec x sur x, sur un nombre de x au carré. Et la première valeur propre, c'est l'infimum de ce quotient. Eh bien, je fais la même chose dans le cas de mon opérateur. Dans le cas de mon opérateur, eh bien, j'ai mon opérateur ici de Schrödinger, que j'ai écrit sous forme condensée. Hein. Je l'applique à une fonction u, et je fais le produit scalaire avec une fonction v. Donc il y a des petites barres partout, parce que je vis dans le monde des complexes. Donc il faut prendre les conjugués là où il faut, quoi. Alors, ici, je fais une intégration par partie. Donc une intégration par partie, à nouveau, c'est comme dans le cas 1D, si ce n'est que là, on est 2D complexe. Mais c'est pareil. Alors, je fais une première intégration par partie, et après, j'ai un terme de bord. Un terme de bord qui s'écrit comme ceci. Et vous voyez ici, ce terme de bord, ici, c'est exactement ce que j'avais précédemment, ici. C'est la condition que j'avais au bord. Et pile poil, elle vaut 0, c'est tout fait pour. Donc en fait, ce terme ici, en fait, il disparaît avec les fonctions bien adaptées que je dois prendre. Et donc, je définis une forme quadratique, comme ceci, forme quadratique hermitienne, et je définis le quotient de Rayleigh associé. Et la plus petite valeur propre pour cet opérateur, c'est l'infimum du quotient de Rayleigh avec cette forme quadratique. Voilà. Donc c'est exactement comme pour les matrices hermitiennes. Vous voyez, les matrices hermitiennes, bon, c'est dans le même esprit. Alors, un effet en fait sur l'opérateur de Schrödinger. Si je prends un domaine qui est invariant par dilatation, vous prenez R2, vous prenez un secteur angulaire, vous prenez un cône, et je prends un champ qui est constant. Alors, le potentiel A, en fait, c'est une fonction telle que le rotationnel de A est égal à B. Alors, le rotationnel de A, vous voyez ce que c'est vous voyez, des x, des y, on inverse, voilà, enfin on croise. Et je fais un changement de variable. J'ai dit une bêtise? Je fais un changement de variable. J'ai une fonction, je définis un grand X qui est essentiellement, vous voyez ici, si j'ai mon petit x qui vit dans mon secteur, dans mon cône, eh bien ici, si je le multiplie par n'importe quel scalaire, il vit toujours dans mon cône. Alors je vais définir une fonction dilatée associée. Et maintenant, je regarde ce que ça fait sur le gradient. Eh bien en fait, ce que je fais dans ce cas-là, si je dérive ma fonction petit f par rapport à x, je peux faire mon changement de variable pour introduire la fonction grand f avec la variable grand x, et la seule chose que ça fait, c'est aussi, précédemment j'avais un petit h en variable petit x, maintenant j'ai ce scalaire racine de bh. D'accord? Et maintenant je dérive simplement par rapport à grand x. Et mon potentiel magnétique, comme il est linéaire, ben, je peux faire le même changement de variable. Et ici j'ai un racine de bh qui apparaît. Vous voyez, j'ai la même chose qui apparaît là et là. Donc quand je mets les deux choses bout à bout, je ne l'ai pas fait. Quand on met les deux choses bout à bout, eh bien on peut mettre un racine de BH en facteur. Et comme mon opérateur, eh bien en fait j'applique deux fois ça, je fais apparaître un BH en facteur. Donc ce que ça signifie simplement, c'est que mon quotient de Rayleigh appliqué à un potentiel d'intensité B, avec un paramètre petit h, eh bien c'est la même chose que mon quotient de Rayleigh où là, je n'ai plus ce paramètre B, ce paramètre vaut 1, H vaut 1 aussi, et il suffit que je multiplie par HB. Vous voyez ce HB qui apparaît là. D'accord? Donc c'est un effet de dilatation. Quand j'ai un secteur infini, je peux sortir toutes mes constantes, en fait, je peux les mettre en facteur, et je peux prendre toutes mes constantes qui valent 1. Voilà. Et donc notamment, le bas du spectre aussi, il va être multiplié par ce facteur HB. Alors, donc l'objectif maintenant, ça va être de déterminer le bas du spectre, de comprendre l'influence de la géométrie et de comprendre l'influence du champ sur le bas du spectre. Alors, voilà, c'est un puzzle. On a un problème 2D, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les choses bout à bout. Ce qu'on fait, c'est je prends d'abord un domaine régulier. Donc j'ai pas de coin, j'ai juste vous voyez, un cercle ou un truc bien lisse. Et je fais ce qu'on appelle une stratification de l'adhérence de oméga. Alors, qu'est-ce que ça signifie? L'adhérence de oméga, je dis que c'est oméga
et ici, tous les points du bord. C'est juste ça. Vous voyez, je sépare le bord et l'intérieur. Oui, alors ici, c'est pas arrête, je suis en domaine régulier, donc c'est le bord, simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de comprendre le bas du spectre de cet opérateur? Ce qu'on fait, c'est qu'on décompose. Ici, j'ai un point à l'intérieur. Ici, si je fais un zoom vraiment à l'intérieur, je ne vois plus le bord. Et donc, le domaine modèle associé à ce point-là, c'est mon opérateur de Schrödinger sur le plan. Et le bas de l'énergie, le bas du spectre, la plus petite valeur propre pour cet opérateur, je la note E de BR2. D'accord? Maintenant, si je me place sur le bord, ici, je fais un petit zoom sur le bord, eh bien, modulo le fait que si je me place vraiment, si je fais un zoom très fin ici, je ne vois presque pas la courbure du bord. C'est comme si mon bord était plat à ce niveau-là. Eh bien, quand je fais un zoom ici, que je redresse mon bord, mais je perds très peu quand je redresse mon bord, le modèle associé en ce point-là, c'est le demi-plan. D'accord? Et donc, si je regarde le bas du spectre sur le demi-plan, j'ai une deuxième constante qui apparaît là. Et en fait, ce qu'on démontre, donc vous voyez, ça c'est le résumé de ça. Si je prends un x qui est dans l'adhérence de oméga, j'ai essentiellement deux domaines de constantes qui apparaissent. C'est ce qui se passe sur le plan et ce qui se passe sur le demi-plan. On peut démontrer que le bas du spectre sur le plan, le bas du spectre vaut 1. Et le bas du spectre sur le demi-plan, c'est une constante qui s'appelle θ0 et qui a été introduite, qui a été mise en évidence pour la première fois par Degennes en 1963. Et cette constante vaut 0,59. Et donc, en ce point-là, on peut définir une sorte d'énergie locale. Je multiplie simplement par l'intensité du champ en ce point-là. Donc, l'intensité du champ multipliée par 1, ça fait l'intensité du champ. Et ici, l'intensité du champ que je multiplie par θ0, ce qui se passe sur le bord. Et en fait, on définit ce qu'on appelle la plus petite énergie locale, c'est-à-dire la contribution locale en chaque point de mon domaine. Donc ici, c'est ce qu'on appelle ici, c'est l'énergie locale. Donc en chaque point, je regarde l'intensité du champ magnétique, je prends le cône associé, c'est-à-dire le domaine tangent associé qui est soit le plan, soit le demi-plan dans mon cas, et je prends l'infimum sur l'ensemble de x dans oméga bar. Et voilà, et en fait c'est comme ça qu'on arrive à montrer que le bas du spectre sur mon opérateur, sur ma géométrie oméga, divisé par h, eh bien en fait c'est cette quantité ici, l'infimum des énergies locales. Et dans notre cas, en fait, ce qui apparaît, c'est que je dois regarder Bx, je prends l'infimum de Bx pour tout x, dans oméga bar. Et en fait, j'ai cette première constante B qui apparaît ici. Et après, je prends l'infimum, quand je suis simplement ici sur le bord, l'infimum, je dois le prendre sur le bord aussi. Donc j'ai ces deux constantes-là qui apparaissent. Alors maintenant, ce qu'on peut démontrer grâce à ça, eh bien en fait, on regarde les vecteurs propres associés à cette valeur propre-là, et on peut montrer, ici en fait, c'est le module du premier vecteur propre, et ici c'est la phase. Ce qu'on montre ici, c'est que le module, il est localisé. Alors rouge, c'est là où c'est grand, et bleu, c'est là où c'est presque 0. Donc le module, en fait, il est localisé ici, il est localisé au point de courbure maximale. Et grâce à ça, en fait, ce qu'ont montré Helfer et Fournet, c'est qu'on obtient une asymptotique. Alors ici, on regarde plutôt le régime kappa grand, mais c'est à peu près équivalent. On peut montrer que le troisième champ critique, eh bien, en fait, les définitions que je vous avais données, elles coïncident, et on peut donner l'asymptotique. Le premier terme de l'asymptotique, il est donné c'est kappa sur θ0, le θ0 qui vient de la contribution du bord. Vraiment, c'est la contribution du bord qui apparaît. Et le deuxième terme, c'est un terme qui fait intervenir la courbure maximale. Alors bien sûr, ce qu'ils ont également montré, c'est que quand je reviens à mon problème non linéaire, donc la fonctionnelle de Ginzburg-Landau, en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que le psi qui minimise cette fonctionnelle de Ginzburg-Landau, eh bien en fait, il avait le même comportement que ce psi-là, que le vecteur propre de mon opérateur de Schrödinger. Et donc, ils ont montré que les électrons supraconducteurs étaient localisés au point de courbure maximale, grâce à ce passage par cet opérateur de Schrödinger. Et vous voyez ici, là, quand je regarde cette asymptotique, je vous ai dit, ici, ce terme-là fait apparaître la courbure maximale. Et donc, ça interdit de regarder des domaines à coins. Enfin, cette asymptotique n'est pas valable si j'ai un domaine à coins. Et donc, dans le cas d'un domaine à coins, eh bien, on recommence, on refait la même chose. Cette fois-ci, ma stratification, elle décompose, je dois rajouter les coins. Donc, j'ai
Oméga bar, c'est oméga, le bord régulier, les coins. D'accord? Et je fais la même chose. Donc ici, j'avais les géométries que je connaissais déjà. Et là, maintenant, je dois rajouter un opérateur modèle à nouveau qui est, je reprends ici localement, vous voyez, le domaine tangent associé en ce coin-là, ben, c'est un secteur angulaire. D'accord? Donc en fait, je dois rajouter la contribution des secteurs angulaires pour tous les angles qui apparaissent dans ma géométrie. Et c'est exactement la même chose. Donc, on met les petites choses bout à bout. Voilà, on assemble. Et on a trois contributions. Enfin, on a trois contributions. On a la contribution à l'intérieur, qui est comme précédemment, la contribution du bord régulier et la contribution des coins. Et ici, ce bas du spectre, je l'ai appelé mu de alpha. Mu de alpha, c'est le bas du spectre de mon opérateur sur un secteur angulaire. Il faut vraiment mettre les choses bout à bout. Et en fait, comme précédemment, en fait, on peut montrer, alors je prends l'infimum de toutes ces contributions locales, je définis E de B oméga qui est l'infimum de ces contributions locales, et ce qu'on peut montrer, c'est que la valeur propre de mon opérateur de Schrödinger sur mon domaine oméga, eh bien, il est essentiellement donné par cette énergie locale ici, et on peut estimer le reste. Alors le reste, vous voyez ici, alors j'ai du H9 huitième, H5 quart. Donc on montre bien que c'est un reste, on montre bien que c'est un début de développement limité, mais on n'arrive pas à bien capter le deuxième terme. Dans certains cas très précis, on arrive à le faire, notamment si on arrive à montrer que l'énergie locale, elle est donnée par les coins. En fait, si on arrive à montrer que ce sont les coins qui contribuent pour énergie la plus basse, là on arrive à être plus précis. Et ce qu'on a réussi, ce qu'on a observé en fait numériquement, c'est qu'ici, alors cette courbe-là, ici en abscisse, c'est alpha divisé par pi, et en ordonnée, c'est le mu de alpha, donc la plus petite valeur propre sur le secteur angulaire. Et la courbe rouge ici, c'est une simulation numérique qui laisse penser que cette valeur propre, elle est croissante avec l'angle. Ici, c'est l'angle ici, pour alpha égale pi, en fait, on aboutit au demi-plan. Et pour demi-plan, on récupère bien ici θ0, la constante de De Gennes, qui est la ligne bleue. Et là, en fait, ce qu'on n'arrive pas à montrer, on n'arrive pas à montrer que cette courbe rouge est croissante. C'est un problème ouvert. C'est un problème ouvert et on n'arrive pas non plus à montrer que cette courbe rouge, elle est toujours strictement plus petite que θ0 pour alpha entre 0 et pi. Alors, moi, j'ai réussi à le démontrer jusqu'à un tout petit peu plus loin que pi sur 2. Et aujourd'hui, j'ai reçu un article où visiblement, ils sont allés 1/10 plus loin. Voilà. Voilà. Bon, on avance doucement. Voilà. Alors, voilà, donc ça, c'est une conjecture. Alors, et ça, en fait, c'est le comportement des vecteurs propres sur mon secteur angulaire où on voit la localisation des vecteurs propres dans les coins. Les vecteurs propres sont vraiment très localisés dans les coins. Et ça, c'est la phase. Donc, vous voyez des phases qui sont très oscillantes. Alors, 5 minutes, 10 minutes Un quart d'heure? Bon. Alors, maintenant, je vous avais vu, j'ai des briques de base. Je vous ai dit, il faut regarder la contribution locale de chaque chose. Et maintenant, il faut les assembler. Donc, c'est cette étape-ci. Maintenant, je vous ai dit, je vous ai expliqué le résultat. Maintenant, on va essayer d'assembler les choses. Alors, imaginez, j'ai un triangle. J'ai un triangle et je veux calculer le bas du spectre de mon opérateur de Schrödinger. Je veux le calculer sur ce triangle. Bon, alors, on a vu qu'essentiellement, ce qui allait apporter les contributions, c'était surtout les sommets, parce que le bord et l'intérieur, le bas du spectre est plus grand. Donc, on pense que c'est surtout les sommets qui vont contribuer. Alors, le triangle, eh bien, essentiellement, j'ai 3 secteurs angulaires qui constituent ce triangle. D'accord? Donc, j'ai des modes propres, des fonctions propres pour chacun de ces 3 triangles. Et c'est à partir de ces fonctions propres, je vais aller les caler sur mon triangle et je vais calculer le quotient de Rayleigh de ces fonctions propres. C'est ça l'idée majeure, en fait, de ce qu'on va faire. Alors, donc on va essayer de calculer donc, les fonctions propres sur ce triangle. Alors, on y va. On prend un sommet. Ici, par exemple, je vais prendre ici
Je vais prendre ce sommet ici, je ne sais plus si ça va être celui-là, et en fait, j'ai une fonction propre sur ce sommet-là, je vais aller la caler ici, en ce coin-là. Alors vous voyez, ma définition d'un secteur angulaire, elle est comme ça, mon angle, il est comme ça. Alors vous voyez bien que je dois faire quelque chose pour aller transporter une fonction qui vit ici, je dois aller la transporter en ce sommet-là. Et en plus, ici, comme je suis dans un domaine infini, mon opérateur de Schrödinger, c'est gradient moins a au carré. Je dois aussi faire un effet de dilatation pour faire apparaître ce paramètre h. Donc on y va. Ici, la première chose que je fais, c'est la dilatation dont je vous ai parlé juste précédemment, que je vous avais fait l'effet d'une dilatation sur un cône. Donc ça, ce n'est pas une étape très importante. L'étape importante et un petit peu subtile, c'est celle-là. C'est justement d'aller transporter mon secteur angulaire au bon endroit. Alors si je fais ça, vous voyez, j'ai une fonction qui vit ici, je vais la transporter là. Donc la première chose que je vais faire, je vais la translater et je vais lui faire une rotation. D'accord? Bon, alors, ma fonction phi, ma fonction propre sur mon secteur angulaire, je fais une translation, je fais une rotation. Mais c'est censé être une fonction propre pour mon opérateur h gradient moins a. Et là, cette fonction propre, en fait, du coup, le potentiel a, il va subir la même chose. Il va être translaté et il va avoir une rotation. Du coup, c'est plus le bon potentiel. Je le transporte aussi. Vous voyez mon potentiel que j'avais a, eh bien, en fait, je lui fais une translation, une rotation, eh bien, c'est plus a de x. Alors que moi, je veux un vecteur propre pour mon potentiel a. Donc, il faut que j'arrive à contrebalancer ça. Et contrebalancer ça, c'est ce qu'on appelle un changement de jauge. Ce que je vais faire, c'est que si je prémultiplie ma fonction u par une fonction qui a cette tête-là, un exponentiel i phi sur h, avec une fonction phi adaptée, eh bien, cet effet-là, ça change mon potentiel, ça le change par le gradient de phi. D'accord? Donc ici, le défaut que j'ai entre ce potentiel ici et ce potentiel-là, il faut que j'écrive le défaut entre les deux comme un gradient de phi. Et du coup, c'est cette fonction phi, qu'on appelle le changement de jauge, c'est cette fonction phi qui va me permettre d'avoir le bon potentiel si je les multiplie. Et en fait, la bonne fonction phi, c'est celle-ci. C'est donc i sur 2h, donc ça qui vient d'ici, et x vectoriel v, v c'est la position du sommet. D'accord? Donc en fait, ici, j'ai ma fonction propre sur mon secteur angulaire initial, je la translate, je la tourne, et je dois la prémultiplier par cette fonction ici oscillante. Vous voyez, j'ai un exponentiel i sur h fois quelque chose, c'est une fonction qui est très oscillante, ça. Et voilà, donc là, maintenant, j'ai une fonction ici. Cette nouvelle fonction-là, elle est définie ici, elle est localisée en ce sommet-là. Et c'est ça qui est important. Et en plus, avec toutes les opérations que j'ai faites, si je calcule l'opérateur de Schrödinger de cette fonction-là, eh bien, c'est quasiment h lambda fois h fois la valeur propre sur le secteur angulaire. J'ai vraiment tout fait pour que ce soit comme ça, en fait. Alors voilà, donc en fait, ça je passe, si on calcule le quotient de Rayleigh de cette fonction-là, eh bien en fait, c'est h fois la valeur propre du secteur angulaire à un exponentiellement petit près. D'accord? Donc j'utilise les valeurs propres du secteur angulaire et j'obtiens quelque chose à un exponentiellement petit près. Donc c'est vraiment ça qui est là. Et donc en fait, on arrive à montrer que les valeurs propres, alors là je vais vous mettre le théorème comme il est écrit dans l'article, voilà. Donc ce qu'on dit, mais ça c'est juste pour vous dire qu'on peut faire des maths rigoureuses, avec les mains ce qu'on dit c'est qu'en fait les valeurs propres qu'on a sur un triangle, eh bien en fait elles sont données par les valeurs propres du secteur angulaire. Voilà. Alors ça veut dire qu'ici sur le triangle, eh bien, la première valeur propre, il faut que je divise par h, le facteur de dilatation que j'avais présenté précédemment, la première valeur propre sur le triangle divisé par h, eh bien, elle est exponentiellement proche de la valeur propre sur ce secteur angulaire d'ouverture alpha et 5. La deuxième, elle est donnée par ce secteur angulaire-ci, et la troisième par celle-ci. Dans le cas du carré, le carré, j'ai 4 fois l'angle pi sur 2. Eh bien, en fait, ça signifie que les 4 premières valeurs propres sur le carré, elles sont exponentiellement proches de la valeur propre pour le quart de plan. Voilà ce qu'on a démontré. Alors, si on revient à notre construction, la construction que j'ai faite, par exemple, pour le carré, j'avais un vecteur propre sur
un quart de plan, et cette fonction propre, je l'ai baladée. Alors ici, c'est le module et là, la phase. Je suis allé le balader dans chacun des points. Je suis allé la poser sur chacun des coins. D'accord? Et ces fonctions propres, si je calcule le quotient de Rayleigh de ces fonctions propres, c'est très proche de ce que j'ai sur le quart de plan. Bon, mais là, j'ai des vecteurs propres qui ont tous à peu près la même énergie. Je pourrais faire des combinaisons linéaires. Si je fais des combinaisons linéaires, elles sont indépendantes. Enfin, j'ai à peu près fait pour. Ça a toujours la même énergie. Donc je pourrais avoir ça. Si je fais des combinaisons linéaires, là j'ai des nouveaux candidats indépendants, et là j'ai la phase qui devient un petit peu chaotique. Alors mes vrais vecteurs propres, c'est lesquels? C'est ça ou c'est ça? Les deux, c'est ça, c'est ça. Bon, et bien là, en fait, le résultat qu'on obtient, c'est en fait, tout ce qu'on sait dire, c'est qu'en fait, le vrai vecteur propre, il est proche, à un exponentiellement petit près, il est proche des combinaisons linéaires de ce qu'on a construit, qui ont tous la même énergie. Donc ce qu'on a montré, c'est que les 4 premiers vecteurs propres sur le carré, ils sont exponentiellement proches d'une combinaison linéaire de ces 4 vecteurs propres-là. Mais je n'ai pas dit une combinaison linéaire avec des poids identiques. Voilà. Ça, on ne sait pas le démontrer. Alors, du coup, si je résume ce que j'ai sur le carré. Sur le carré, je vous ai dit, on a les 4 premières valeurs propres qui tendent, quand h tend vers 0, qui tendent tous vers la valeur propre du quart de plan, donc vers mu de pi sur 2, avec une décroissance exponentielle. Alors maintenant, j'utilise mon ordinateur, je fais des simulations numériques, et je regarde ce que j'observe. Ici, c'est 1 sur h. Donc l'asymptotique qu'on a, c'est quand h, c'est dans ce sens-là. Ici, j'ai mon tube exponentiel, et ce que la théorie me dit, c'est que les 4 premières valeurs propres doivent tendre vers cette valeur ici du quart de plan. Et les lignes bleues et rouges, ce sont mes simulations numériques. Oui, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Alors pourquoi ça se passe pas bien? Alors, ça se passe pas. Et là, ce sont les vecteurs propres. Alors, ce que je viens de vous expliquer, c'est que les 4 premiers vecteurs propres étaient localisés dans les 4 coins. Et ça, c'est le module, et ça, c'est la phase. Je rappelle qu'en rouge, c'est ce qui est grand, et en bleu, c'est ce qui est à peu près égal à 0. Donc, il ne se passe pas du tout ce qu'on pense. Alors, pourquoi donc? Alors, je vous rappelle, la fonction qu'on pense être une bonne approximation de la fonction propre, elle a cette tête-là. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Ici, j'ai cette fonction-là, qui est la fonction propre du secteur angulaire. Je sais que cette fonction-là, elle décroît exponentiellement quand on s'écarte du coin. D'accord? Et cette fonction ici, la fonction de jauge que j'ai fait pour essayer de contrebalancer l'effet du potentiel qui était modifié, cette fonction-là, c'est une fonction qui est fortement oscillante. Vous voyez, c'est un sinus et un cosinus avec x sur h essentiellement. Donc on a des oscillations en 1 sur h. Donc c'est quelque chose qui oscille très fortement. Donc maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi j'avais ce défaut précédemment. Alors, vous imaginez, on va essayer de faire de l'approximation de fonctions en 1D. D'accord? Donc, on a plusieurs possibilités pour faire de l'approximation en 1D. Je fais de l'approximation P1, ça veut dire que je veux simplement approcher les valeurs, j'ai une liste de points et j'ai des valeurs, et j'approxime par quelque chose qui est linéaire sur chacun des intervalles. D'accord? J'approche par un polynôme de degré 1. Ici, si j'ai 3 points, 3 valeurs en ces points, je peux approcher ça par un polynôme de degré 2, d'accord, qui prend tel que P de x1 vaut la valeur en chacun des points. D'accord? Si j'avais fait de l'approximation linéaire sur ça, en fait, je faisais ici l'approximation linéaire sur cette portion-là et linéaire sur cette portion-là. Et après, si je fais de l'approximation de degré 4, etc., j'augmente. En fait, j'augmente le degré en fonction du nombre de points que j'ai. Alors maintenant, on peut se poser la question, quelle est la meilleure stratégie? Vous voyez ici, je me suis donné 5 points. J'ai des valeurs en ces 5 points, et je voudrais chercher des polynômes, trouver une approximation pour approcher la valeur en ces 5 points. J'ai plusieurs possibilités. Soit je fais 4 éléments P1, ça veut dire que j'approche linéairement sur chacun des sous-intervalles. Je peux aussi regrouper par 2 par 2. J'approche par un polynôme de degré 2 sur cette portion-là, un autre polynôme de degré 2 sur cette portion-là.
où j'approche par un polynôme de degré 4 qui passe par chacune des valeurs en ces 5 points. Quelque part, on a envie de dire, on a 5 degrés de liberté, est-ce que ça peut faire une différence ou pas? Alors oui, en fait, ça en fait une. Ici, je vais approcher cosinus pi x sur 2. Alors, le nombre de points, j'ai coupé en deux. En fait, ici, j'ai 5 degrés de liberté, mais je l'ai représenté que sur la moitié. Donc, en fait, vous symétrisez, vous avez les deux autres manquants. Alors, vous avez ici la ligne en vert, qui est ici, c'est ce que j'obtiens quand j'approche. Donc, ce que je vais approcher, c'est la ligne bleue. Et en vert, c'est ce que j'obtiens quand je fais de l'approximation P1 sur mes 5 points. En rouge, ici, c'est quand je fais de l'approximation P2. Et en cyan, ici, c'est l'approximation P4. Donc vous voyez ici déjà là, l'approximation P1, j'ai le même nombre de degrés de liberté, mais l'approximation P1, elle n'est pas très bonne. Je capte assez mal ma vraie fonction. Ici, si je rajoute plus de points, j'ai toujours un décalage avec ma fonction P1, mais c'est déjà un peu mieux. Et si j'augmente le nombre de degrés de liberté, après on ne voit plus la différence entre les différentes approximations. Mais ça, ce n'est pas encore une fonction qui est très oscillante. Hein. Moi, ce que je cherche, c'est des oscillations beaucoup plus fortes. Voilà, là, je fais cosinus 3pi sur 2 x. Bon, ben là, vous voyez ici, mon approximation P1, elle fait ça. Hein. P2 est guère mieux, hein, ça donne ça. Et P4, c'est parti comme ça, quoi. D'accord? Par contre, dès que j'ajoute un peu plus de points, ici j'ai 9 degrés de liberté, ça se passe un peu mieux, mais même s'il y a encore des erreurs. Et puis après, ça se passe bien. Donc vous voyez, ce qu'on observe ici, c'est que c'est mieux en fait de prendre un nombre de degrés de liberté fixé. Si je veux approcher une fonction oscillante, je suis mieux de faire ce qu'on appelle du haut degré, plutôt que de faire de l'approximation linéaire. Voilà. Et là, c'est quand je prends plus d'approximations. Mais par contre, on a convergence, en fait. Quelle que soit la méthode qu'on prend, du P1, du P2 ou du P4, on a bien la convergence en norme infinie, on a bien la convergence si on augmente le nombre de points. Ça veut dire qu'on sait bien capter la bonne solution. Mais il faut prendre beaucoup plus de points. D'accord ? Alors, et en fait, je pense que je vais... parce que le temps passe. Donc, on fait la même chose. En fait, c'est ce qu'on fait, c'est exactement ça, en fait, le phénomène qu'on observe. C'est quand on utilise ce qu'on appelle la méthode des éléments finis pour calculer nos fonctions propres, eh bien, le défaut qu'on a, c'est qu'on n'a pas réussi à capter ces oscillations parce qu'on n'a pas pris assez de degrés de liberté. Enfin, ou alors parce qu'on a pris de l'approximation P1. Alors maintenant, je reviens à mon dessin. Mon dessin, c'était celui-là. Je vous ai dit, celui-là, il n'est pas bon. Enfin, on ne sait pas à ce à quoi on attend. Et là, j'avais pris 1600 éléments Q1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 1600 éléments Q1? Ça veut dire que, donc Q1, c'est, je fais quelque chose de linéaire, j'ai un carré, donc je fais 1600 petits carrés, et je fais quelque chose de tensoriel en X et Y. J'ai 1600 carrés, du degré 1. Donc on va essayer de faire la même chose. On va augmenter le degré, mais à degré de liberté fixé, donc il faut que je baisse le nombre d'éléments que j'ai, le nombre de petits carrés. Donc l'équivalent, c'est de faire 400 éléments Q2. Donc là, j'ai le même nombre de degrés de liberté. Donc vous voyez déjà, ici, hop, vous voyez au départ, quand h n'est pas trop petit, ça a l'air de bien aller dans le tube exponentiel, et hop, ça décroche. Si j'augmente le degré d'approximation, ça reste un petit peu plus longtemps, mais ça décroche. Je continue. Ici, vous voyez, je fais du Q5, j'ai plus que 64 éléments. Hein. Ça marche. Et là, 16 éléments, j'ai plus que 16 éléments, mais je fais de l'approximation de degré 10. Et voilà, c'est là. Alors, il y avait deux solutions à ce niveau-ci. C'est soit je diminuais encore et je vous mettais 4 éléments Q20, et à ce moment-là, j'avais mes 3 derniers points qui étaient dans le tube exponentiel, et je vous avais dit, c'est bon, on a résolu le problème. Mais pourquoi est-ce que si j'avais fait ça, ça aurait été triché? Comment? On récupère les points. Bah, c'est surtout quand... Oui, enfin, je ne sais pas si c'est ça. Mais ça veut dire que si j'étais allé plus loin en H, de toute façon, le problème, je l'aurais eu. Parce qu'à un moment donné, les oscillations, je ne sais plus les capter. Donc il faut à chaque fois aller plus loin, faire de l'approximation plus fine pour pouvoir aller capter ces oscillations. Donc là, si je coupe là, je dis, bon, bah, c'est bon, j'ai réussi à capter mes oscillations, tout va bien. Mais plus tard, ça n'ira pas. Et maintenant, je regarde mes vecteurs propres. Donc en haut, c'est le module, en bas, c'est la phase. Ici, c'est pour un H qui vaut 0,1. J'augmente la valeur de H. Donc on voit qu'on a de plus en plus d'oscillations et on a une concentration plus fine
sur le bord, et on continue. Voilà, d'accord? Voilà. Alors voilà, vous voyez, c'est ces oscillations-là qui sont vraiment difficiles à réussir à capter. C'est ça qui est difficile. Alors, et là, en fait, ça, c'est vraiment la courbe. Vous avez, tout à l'heure, quand j'avais mis ces points ici, j'avais mis très très peu de points. La valeur des H, vous avez vu, j'avais pris une valeur là, j'avais pris quelques valeurs de H. Maintenant, si on fait une discrétisation en H beaucoup plus fine, eh bien, en fait, on obtient cette dentelle-là. On a des oscillations de valeurs propres, des quatre premières valeurs propres. En fait, si on fait ça beaucoup plus fin, c'est une structure comme ça en dentelle. Et ça, c'est une caractérisation d'effet tunnel qu'on, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à démontrer complètement. Alors maintenant, voilà, c'est à vous. Alors, la question, c'est, j'ai une géométrie, j'ai calculé les valeurs propres. Quelle est cette géométrie? Alors, en fait, pour être plus précise, en fait, il faut juste regarder ce qui est en dessous de cette ligne ici. Voilà. Alors, combien j'ai de valeurs propres? En dessous, j'ai 4 valeurs propres, d'accord, qui marchent 2 par 2. Il y en a 2 qui tendent vers une même valeur, donc ça correspond à la valeur propre pour un certain angle. Donc ça veut dire que j'ai 2 fois le même angle pour cette géométrie. Et après, j'en ai 2 autres. J'ai une deuxième fois 2 angles égaux. Alors, comment? Alors, un parallélogramme un peu plus précis, parce que j'ai dit que le parallélogramme, oui. Voilà, parce que le parallélogramme, il fallait 2 fois 2 angles, alors ce qui était juste, mais ça manquait de symétrie, en fait. Le fait qu'il y ait ces petites oscillations, c'est de la caractérisation de symétrie. Mais effectivement, ça aurait pu être un parallélogramme. Voilà, c'est le losange. Alors la théorie, elle me donne simplement des informations sur les 4 premiers vecteurs propres. Donc je fais comme précédemment, je diminue l'intensité, donc je vois la concentration dans les coins du vecteur propre et l'oscillation forte de la phase. Et ça, en fait, c'est pour les vecteurs propres plus élevés où on a la localisation sur le bord. Alors maintenant, un deuxième exemple. Donc je regarde à nouveau ce qui est en dessous de 0,6. Donc en dessous de 0,6, j'ai 4 valeurs. Donc ça veut dire un quadrilatère, à peu près. Enfin, presque ça, c'est pas tout à fait exact, mais en première approximation, c'est exact. J'ai un quadrilatère avec une première valeur propre, donc un premier angle plus petit. Ça ici, ça veut dire 2 angles égaux et un troisième angle. Ah, bien vu, voilà, un trapèze, exact. Un trapèze, et à nouveau, on a la localisation dans les coins quand on diminue l'intensité du champ magnétique, donc quand on diminue H, pardon. Alors, juste une observation ici. Si je vous ai expliqué la théorie, elle me disait qu'à un moment donné, j'avais mes vecteurs propres qui étaient exponentiellement proches des contributions des vecteurs propres que j'avais de même angle. D'accord? Donc ici, j'ai 2 angles égaux. Donc la théorie, elle dit que le deuxième et le troisième vecteur propre, ils sont exponentiellement proches des vecteurs propres que j'ai construits sur chacun de ces sommets. Mais là, vous voyez cette combinaison linéaire, c'est plus du tout la même chose que dans le cas du carré. Ici, j'ai beaucoup moins de choses que là. Ce n'est pas une combinaison linéaire équilibrée. Voilà, alors ça, c'est simplement pour dire qu'on peut faire la même chose quand le domaine, ce n'est pas un polygone à bord droit, mais que c'est un peu courbe. Et là, c'est plus un exponentiellement petit, on a un développement en puissance de h, etc. Alors, le problème qui nous intéressait, c'était de déterminer le champ critique. Le champ critique, quand j'ai pas de coin, le champ critique, il s'écrit comme ça. Je vous avais dit, c'était kappa sur θ0. θ0, c'est la contribution du bord régulier, et d'autres termes. Dans le cas, ce qu'on a démontré avec mon collègue Søren Fournet du Danemark, ce qu'on a démontré, c'est que quand on a un polygone curviligne, eh bien, on remplace ce θ0, qui était la plus basse contribution sur les domaines réguliers. Eh bien, dans le cas des domaines à coins, la plus basse contribution, c'est la plus petite contribution des coins. D'accord? Alors, quelques observations. Cette quantité ici, elle est plus petite que θ0. Donc l'inverse est plus grand que 1 sur θ0. Donc ce champ critique-là, il est, alors plus grand, c'est asymptotiquement, hein, il est plus grand que celui-là. Donc ça veut dire que le champ limite, le champ critique est plus grand quand on a un domaine à coins. Donc ça veut dire que la supraconductivité, elle persiste plus longtemps
quand on a un domaine à coin. Donc quelque part, on a défini un nouveau champ critique uniquement pour les domaines à coin. Pour les domaines à coin. Et ce qu'on a montré aussi, c'est que les électrons supraconducteurs étaient localisés dans les coins. Ils étaient localisés dans les coins, et suivant l'intensité du champ qu'on applique, eh bien, ils sont localisés dans certains coins. On a quelque chose qui est progressif, on allume les coins un par un, j'ai envie de dire. Voilà, c'est schématique, mais c'est un peu ça. Alors là, je ne vais pas repartir pour 1 heure et faire le 3D, rassurez-vous. En 3D, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est pareil, mais plus compliqué. Alors, ne serait-ce que pour la définition de la géométrie, là, je vous ai mis quelques exemples de géométrie 3D. Là, vous avez une géométrie 3D avec un sommet, pas d'arête. Ici, pareil, vous avez des sommets, mais vous n'avez aucune arête, une sorte de berlingot. Là, vous avez des coins, des sommets, des arêtes, vous avez tout. Ici, vous avez une arête. Et ici, vous avez une arête, mais vous n'avez pas de sommet. D'accord? Donc vous avez tout de suite en dimension 3, c'est complètement, j'allais dire c'est une autre dimension, oui, mais ça prend tout de suite des proportions beaucoup plus grandes. Mais théoriquement, dans la démarche, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil, on va mettre toutes nos petites pièces bout à bout, et on fait pareil. Alors, on refait une stratification, exactement comme dans le dimension 2, donc on sépare ce qui se passe à l'intérieur, les faces, les arêtes, les sommets. Et en chacun de ces points-là, eh bien, on regarde la géométrie tangente, en chacun de ces points-là, et on regarde l'opérateur modèle associé. Bon, si ce n'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas du tout vu en dimension 2, c'est l'orientation du champ magnétique. Ce qui était normal à la section. Et ça, je voulais bien passer sous silence. Et maintenant, il apparaît. Donc en plus, maintenant, il faut prendre en compte l'orientation du champ magnétique. Mais si on définit ces quantités-là, vous voyez, c'est comme tout à l'heure, j'ai mon opérateur modèle, ma géométrie tangente, je gèle, en chaque point, je gèle mon champ magnétique que j'applique, je prends la même chose, je regarde cet opérateur-là, j'ai défini la plus petite énergie locale, et le théorème me dit que le bas du spectre sur mon domaine oméga, eh bien c'est donné par ça. Si ce n'est que c'est long à démontrer. Voilà. Mais en fait, il y a des choses qu'on sait beaucoup moins quantifier que dans le cas de la dimension 2. Dans le cas de la dimension 2, essentiellement, on a fait tout le panorama. En dimension 3, on arrive moins à expliciter les choses. Mais c'est la même chose. Et là, à nouveau, en fait, ce qu'on peut démontrer au niveau des électrons supraconducteurs, c'est qu'ils sont localisés soit dans des coins, mais là, l'orientation du champ magnétique et l'intensité jouent énormément. On peut aussi voir qu'ils sont localisés en fait sur un domaine régulier. Ils sont localisés là où le champ magnétique est tangent au bord. Donc on a comme ça en fait toute une courbe qui apparaît sur le bord qui localise les électrons supraconducteurs. Voilà. Et voilà. Je vais m'arrêter là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a un peu de temps pour les questions ou les commentaires. Qui se lance? Bonsoir. J'ai pas très bien compris la signification du quotient de Rayleigh, ce que ça apporte dans le calcul des valeurs propres. La quoi? Là du quotient de Rayleigh. Alors, le quotient de Rayleigh, c'est juste, je l'ai mentionné, c'était juste pour exprimer la première valeur propre. C'est juste pour rappeler la définition de la première valeur propre, comment on l'a fait. Le quotient de Rayleigh, je m'en sers beaucoup parce que quand je suis en dimension, enfin quand je prends mes vecteurs propres sur les secteurs angulaires, ce que je fais en fait pour dire que c'est un bon candidat à être vecteur propre, je calcule ce quotient de Rayleigh. En fait, c'est vraiment ce principe-là. Ce que je cherche, c'est à minimiser ça et je prends des bonnes fonctions de test pour montrer qu'en fait, je minimise quasiment le quotient de Rayleigh. Je voulais juste donner la définition du bas du spectre, en fait. D'accord, ok, merci. Alors, autre question? Bonsoir. Alors en fait, il y a une question, c'est un aspect que je n'ai pas très bien compris à propos de la simulation numérique. Ouais. Quand vous avez montré que les éléments convergeaient dans une espèce d'hyperbole
Dans le tube exponentiel que j'ai appelé. Dans le tube exponentiel, c'est ça, merci. Eh bien, pourquoi on ne peut pas simplement augmenter le degré du polynôme utilisé, indépendamment de... Enfin, je vois qu'il y a une espèce de proportionnalité d'inversement. Le degré est inversement proportionnel au nombre d'éléments qu'on a. Ouais. Et pourquoi on ne peut pas fixer ce nombre d'éléments simplement et augmenter le degré du polynôme pour avoir une meilleure approximation? Alors, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'était illustrer ce que on peut tout à fait faire, hein, ce que vous dites, c'est tout à fait exact. Ici, ce que j'ai voulu comparer, c'était mettre en évidence ce qu'on avait mis en dimension 1. En dimension 1, on a voulu comparer un nombre de degrés de liberté fixés. Et le nombre de degrés de liberté, ici, j'ai 5 degrés de liberté ici. J'en ai 5 là et 5 là, mais ici, et c'est peut-être ça que je n'ai pas très bien expliqué, ici, j'ai 4 éléments. Vous voyez, parce que je coupe sur chacun, je fais du degré 1 sur chacun. Ici, en fait, j'ai 2 éléments. Et ici, j'en ai qu'un seul. Mais j'ai 5 degrés de liberté. Donc, en fait, il y a une sorte de relation entre degré de liberté, nombre d'éléments, et degré de l'approximation. D'accord? Donc moi, quand je vais faire après les simulations où effectivement ça a changé, c'est parce que je voulais garder un nombre de degrés de liberté fixe. C'était juste pour comparer, pour montrer que du haut degré, c'était plus efficace. Dans les faits, les simulations que je vous ai montrées plus tard, alors je suis là. Là, 16 éléments Q10, c'était juste pour montrer que ça, c'était bien meilleur que ce que j'avais fait précédemment. Pour avoir des bonnes simulations numériques, on fait du Q10, voire du Q20, et on met beaucoup plus d'éléments. Donc, voilà. Mais par contre, on ne pourra pas mettre 1600 éléments Q10. Parce que là, en fait, ça donne des matrices qui sont énormes et qu'on ne peut plus exploiter. D'accord, merci. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose, et je le dis tout de suite, c'est que ces simulations numériques, elles ont été faites avec Grégory Vial. Voilà. Donc je pense qu'on peut le remercier énormément, parce que toutes les simulations numériques qui sont faites là, elles sont en grande partie grâce à lui. Donc je pense qu'on peut l'applaudir. Il est remarquable. Oui. Alors, c'était une question, c'était quand on avait voulu minimiser la fonctionnelle, je crois que c'était ça. On avait dit, enfin, vous avez dit qu'il fallait savoir qu'il y avait un minimum, mais je me demandais comment on savait que ce minimum était toujours une fonction dérivable, avait toujours de bonnes propriétés qui nous permettaient de faire tout ça. Alors là, on arrive carrément complètement un autre aspect qui est beaucoup plus l'analyse de ces fonctionnels, où là, c'est tout un champ des mathématiques, beaucoup plus compliqué pour essayer de comprendre ces phénomènes-là. Et en fait, quand on regarde ces EDP, eh bien, on doit mettre un cadre fonctionnel autour de ces EDP, donc mettre les bons espaces dans lesquels travailler, etc. Donc là, en fait, c'est pas du tout trivial, en fait. C'est pas du tout trivial de dire qu'on peut dériver ou tout ça, ou qu'on peut pas le faire. Et moi, je ne suis pas du tout travaillé là-dessus, en fait. Mais c'est tout un champ qui est effectivement très compliqué pour démontrer ça. Mais il faut mettre un cadre fonctionnel si on veut faire les choses proprement. Oui. Bonsoir. Moi, c'est une petite question de matheux. Le θ0, c'est un θ0 matheux ou physicien? Matheux. Oui, plus précisément. Comment? Plus précisément, c'est une intégrale, une racine d'une équation. Donc là, du coup, je me permets de faire un truc que je ne me suis pas permis avant. En fait, si on regarde vraiment l'opérateur sur le demi-plan, l'opérateur de Schrödinger, il s'écrit dx1, sur 2 planté dans mes notations, mais c'est pas grave. dx2, et si je regarde simplement un champ, un potentiel modèle, donc c'est le champ associé vaut 1, et je peux prendre comme potentiel, je peux prendre ceci. D'accord? Et ça ici, c'est une dérivée, j'oublie le monde complexe un petit peu, enfin voilà, c'est moins i, ça, d rond xa. Alors c'est là que je n'ai pas voulu le mettre dans mes transparents, parce qu'on m'a dit les élèves ne font plus beaucoup de transformés de Fourier. Alors, ce qu'on veut faire, c'est calculer le bas de ce spectre sur R plus croix R. Alors, donc là, je suis désolée pour ceux qui ne connaissent pas. Ah, mais alors ça dépend. Ça, c'est R plus carré. Il y en a pour qui c'est R croix R plus, pour d'autres, c'est R plus au carré. J'ai pas mis de parenthèse.
Donc, si j'avais mis des parenthèses, c'était faux. Alors, ici, je fais une transformée de Fourier selon la variable x2. Si je fais une transformée de Fourier selon la variable x2, moins i x2, ça me donne xi2. Alors, quel est l'avantage d'avoir fait ça? Ici, je travaillais avec un opérateur en dimension 2 et je calculais le bas de ce spectre. Ici, je travaille sur un opérateur en dimension 1, sur R+, mais j'ai une famille d'opérateurs. Je dois regarder la dépendance par rapport à ce paramètre zeta, enfin je vais l'appeler xi, voilà. Par rapport à ce paramètre xi. D'accord? Et cet opérateur, c'est ce qu'on appelle l'opérateur de Degennes. Et si on regarde le bas de cet opérateur, la dépendance du bas de ce spectre par rapport à ce paramètre zeta, ce qu'on peut démontrer, c'est qu'en fait, il a un comportement comme ceci. Et ici, donc là, c'est mon paramètre xi. Ici, c'est la première valeur propre. Et en fait, il y a un unique minimum. Et ce minimum vaut θ0. Voilà. Et donc, ça montre que le bas du spectre sur le demi-plan, c'est ce θ0. θ0 de Matteux, donc. Voilà. Autre question? Bon, eh ben, merci beaucoup Virginie à nouveau. Merci.